Nous allons consacrer la dernière partie de cette heure d'actualité au lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, dont hier on a marqué le 12e anniversaire de la disparition, dont c'était la Askara hier. Et au cours de cette Askara a été diffusée pour la première fois une bande audio du discours qu'il avait prononcé un an avant sa disparition, 11 mois plus exactement avant sa disparition. C'était lors de la cérémonie de remise des galons de lieutenant-colonel à titre individuel par le commandant en chef des services de renseignement militaires israéliens qui lui a remis donc ces galons. À cette occasion, Emmanuel Moreno avait prononcé un discours émouvant. Voici un extrait de cette bande audio. Je vais donc vous traduire l'essentiel de cette intervention d'Emmanuel Moreno que nous entendrons en toile de fond. Nous nous trouvons actuellement, a affirmé le lieutenant-colonel Emmanuel Moreno lors de cette cérémonie, nous nous trouvons dans cette période charnière entre la fin d'une année hébraïque et le début d'une nouvelle année qui, nous l'espérons, sera bonne et heureuse. La conclusion et le bilan d'une année ne sont pas seulement l'occasion de décrire les principaux événements qui l'ont marqué, mais ils doivent également être capables de nous projeter vers l'année nouvelle. L'année qui se termine a été marquée par plusieurs développements et crises qui ont menacé l'unité du peuple juif et sa plénitude. Et là, le lieutenant-colonel fait allusion à la crise provoquée par l'évacuation du Gush Katif quelques semaines auparavant. Il existe 3 manières, dit-il, de réagir face à une crise. La première est de plonger dans les profondeurs du désespoir et de la morosité, mais il n'est pas dans notre habitude de réagir ainsi, et c'est pourquoi je ne m'y attarderai pas. Les 2 autres manières sont l'expression d'une forme d'optimisme, mais l'une d'elles est préférable à l'autre. La première consiste à être capable d'entrevoir la lumière qui se cache au-delà de l'obscurité, de toujours apercevoir le bien qui se dissimule derrière le mal, voire même qui fait totalement abstraction du mal. C'est ce que l'on appelle communément apprendre à voir la moitié pleine du verre. Mais il y a une seconde manière, plus optimiste encore, celle que nous enseigne Rabbi Akiva et qui consiste à se servir du mal comme levier pour se renforcer. Il est de notoriété publique que lorsqu'un être humain est confronté à des épreuves, il révèle des forces insoupçonnées jusque-là pour surmonter ces épreuves. Comme un soldat qui entame un parcours particulièrement éprouvant, les difficultés qu'il rencontrera et qu'il surmontera feront incontestablement de lui un meilleur soldat, plus motivé. Nous pouvons donc résumer et affirmer que si la première réaction optimiste nous permettra de rester fort, la seconde, celle enseignée par Rabbi Akiva, nous permettra de sortir plus renforcés. À l'aube de cette nouvelle année, j'émets l'espoir que nous sachions adhérer à cette approche de la réalité, que ce soit dans notre vie privée ou dans celle de notre nation. Une approche qui permet de transformer une crise en une véritable aspiration, en formulant également l'espoir que nous puissions sortir plus unis et forts face aux défis que nous allons devoir relever. Voilà donc le message qu'a transmis le lieutenant-colonel Emmanuel Moreno 11 mois avant sa disparition lors d'une opération secrète et audacieuse à Baalbek dans le nord du Liban. Hier, c'était donc la première fois que l'on entendait la voix du lieutenant-colonel Emmanuel Moreno. Nous avons la chance d'être en ligne maintenant avec Ilan Moreno, le père du lieutenant-colonel Emmanuel Moreno. Ilan, bonjour, shalom. Boker Tov, shalom, shalom. Alors, Ilan, tout d'abord, une première question. Hier, je le disais, c'était donc la Askara de votre fils, le lieutenant-colonel Emmanuel Moreno. On a diffusé cet enregistrement. Qu'avez-vous ressenti en entendant la voix de votre fils ? Ça n'est pas la première fois que je l'entends en réalité, mais les rares fois où j'ai le courage de l'entendre, eh bien, j'ai beaucoup de mal à écouter jusqu'au bout, c'est difficile. Sa voix, c'est difficile. Nous avons cet enregistrement chez nous, ça n'est pas la première fois. Nous faisons de temps en temps en famille, mais nous ne sommes pas tous capables de l'écouter jusqu'au bout. Qui a décidé que cet enregistrement pouvait être diffusé 12 ans après la disparition d'Emmanuel Moreno ? Non, on a tout simplement posé la question à qui de droit, sans entrer dans les détails, et la voix ayant été légèrement modifiée,
Ayant passé certains filtres, eh bien, on a reçu l'autorisation de la diffuser. Alors, ce message, il est particulièrement marquant. Est-ce que c'est un message qui est conforme à la personnalité d'Emmanuel, ce message d'espoir, ce message d'optimisme? Absolument, d'autant plus que ce message d'optimisme est livré par Emmanuel comme une espèce d'héritage, de testament. De testament. Très peu de temps après la crise, quelques jours après le dénouement, si dénouement il y avait, de la crise du Gush Katif, où il a été impliqué, non pas du côté de l'armée, puisqu'il a pris du congé, il a refusé d'être impliqué du côté de l'armée, mais comme civil, il a aidé les... Il avait monté une espèce de société de déménagement et de transport de maisons entières, des maisons des gens du Gush Katif qui avaient refusé de déménager, avaient abandonné meubles, biens, vêtements, objets de valeur, enfin tout abandonné. Alors il avait pris sur lui de mobiliser toutes sortes de professions, y compris des gens qui avaient des containers, des camions, des amis à l'armée, enfin, sont mis au travail et ont déménagé pas mal de maisons, en démontant bien souvent même le toit, s'il fallait. J'ai lu qu'il était prêt à démissionner, à quitter l'armée s'il avait dû participer à l'évacuation des habitants du Gush Katif, n'est-ce pas? Absolument, parce que son unité, dans ce genre de situation, est appelée à jouer un rôle si un événement exceptionnel intervient. Eh bien, il a refusé d'être présent et donc il a pris un congé de l'armée le temps que la crise passe, c'est-à-dire environ 2 mois. Et retourner à l'armée parce que pour lui, pas l'armée, mais en Israël, le peuple d'Israël, l'État, c'était beaucoup plus important, c'est au-delà de la crise. Et son message appelle à l'unité, ça appelle à la cicatrisation des plaies qui se sont ouvertes pendant cette époque. Ilan, je voulais vous demander, à l'occasion de cette Haskara, de cette 12e Haskara, depuis, on ne sait quasiment rien sur Emmanuel, puisque la censure interdit, comme je l'ai dit, interdit de diffuser sa photo. On ne peut à peine entendre donc sa voix, et on ne connaît quasiment rien des opérations qu'il a menées, que ce soit en Israël, que ce soit au-delà des lignes, dans des lignes ennemies. Comment expliquez-vous justement que, alors que l'on ne connaît quasiment rien de lui, eh bien, il soit considéré dans la société israélienne comme un véritable héros national, comme, on va dire, le soldat le plus brillant, le plus courageux, en particulier courageux de l'histoire de Tsahal? Écoutez, c'est un peu paradoxal, mais je crois que ça vient du fait que, un peu... un changement du texte du Pirkei Avot, où on distingue deux genres de personnes, ceux qui font une mitzvah pour recevoir un salaire et ceux qui font une mitzvah sans compter, indépendamment du salaire. Eh bien, Emmanuel faisait tout pour ne pas recevoir de salaire afin de ne pas se découvrir. C'est-à-dire que toute sa vie, Emmanuel a non seulement travaillé dans le secret, mais a travaillé pour que le secret soit gardé. Et de telle sorte que ce qui a apparu finalement après sa mort, ce ne sont pas les secrets, ce sont ses qualités morales, celles qui ont fait qu'il a réussi pendant des années à passer pour un rave de l'armée, à passer pour quelqu'un qui vendait peut-être des timbres au bureau de poste, enfin, pour passer pour quelqu'un d'autre. Ces qualités d'humilité, ce sont celles finalement qui apparaissent aujourd'hui. On m'a dit que tout de suite après cette cérémonie, vous allez certainement me le confirmer, tout de suite après cette cérémonie où on lui a remis donc à titre personnel ce grade de lieutenant-colonel, il a retiré ses galons? Oui, en sortant, il a pas attendu longtemps au pas de la porte de la salle où ça s'est fait.
il a déboutonné, il a enlevé ses galons. Je lui ai posé la question et enfin quelques minutes après il m'a répondu parce qu'à ce moment-là il était un peu confus. Les gens se demandaient ce qui se passait. Il m'a dit mais les gens savent que je suis maintenant le lieutenant-colonel. Quel intérêt? Ceux qui ne savent pas n'ont pas besoin de savoir. Et ceux qui le savent n'ont pas besoin de le voir. De telle sorte qu'il n'y a aucun intérêt à avoir des galons sur mon épaule. De toute façon, en réalité, Emmanuel était très rarement en uniforme. Mmh. Alors comment se perpétue son souvenir aujourd'hui, 12 ans après? Eh bien, justement, par le fait que ce qui apparaît de lui, ce sont surtout ses qualités morales, essentiellement dans le domaine de l'éducation, à travers l'association que nous avons créée qui s'occupe d'enfants dans le Sud, donc 450 enfants dont on s'occupe l'après-midi, mais toutes sortes d'institutions qui ont pris le nom d'Emmanuel et ont pris sur elle de perpétuer pas sa mémoire, mais la mémoire de ses qualités. Un peu partout dans le pays, il y a des écoles qui portent son nom. Je sais, il y a aussi des rues qui portent son nom. Oui, il y a une rue à Ashkelon. Il y a Ashkelon, à Foula, à Dimona, et il y a des points de vue. Il y a dans le nord le projet d'appeler une partie du kibbutz, des installations de kibbutz Menara au nom d'Emmanuel. Il y a un quartier à Jérusalem qui le 3 septembre portera son nom. Enfin, officiellement, il le porte déjà. Enfin, il y a un tas de choses. Mais sur le plan éducatif, c'est ce qui est l'essentiel. Il y a des écoles qui portent son nom, des écoles qui ont pris le message d'Emmanuel comme support de l'enseignement des cours de civisme. Alors, je pense que c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est la partie éducative. L'éducation dont l'éducation peut bénéficier. Alors, une dernière question, Ilan, et c'est une question que j'ai l'impression que vous vous posez aussi, et c'est beaucoup de gens se la posent. Quand est-ce que l'on pourra autoriser la photo, la publication de la photo d'Ilan, de la photo d'Emmanuel à la publication? Jusqu'à quand la censure va prolonger cet interdit exceptionnel? Écoutez, je ne peux faire que des suppositions et pas plus. Nous n'avons aucune idée des raisons pour lesquelles la photo et la voix d'Emmanuel sont interdits. Mais je suppose que vous verrez peut-être cela de votre vivant. Moi, je n'en suis pas sûr. Ah oui. Ça veut dire que ça peut prendre encore de nombreuses années. De très nombreuses années. Il n'a pas été fixé de limite à l'interdiction. En géant, au bout de 50 ans, elle est levée, mais bon, ce qui se passera dans 50 ans, réellement, je l'ignore, mais je n'y serai pas. Ilan Moreno, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin au lendemain de la Haskara de votre fils, le lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, et au lendemain de cette diffusion pour la première fois du son de sa voix lors de cette cérémonie où il a reçu le grade de lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite que du bien et du bonheur pour vos enfants et petits-enfants. Merci. Je vous remercie infiniment. Merci.